Voilà. Ça va juste mettre 1 minute le temps de se connecter et normalement on est bon. On est bon, on est bon. Bon, on est parfait, me semble-t-il. Je vérifie quand même. Voilà, donc on est parfait. Bien, bonjour à tous. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation sur ce live Facebook sur le thème de la situation des réfugiés et des déplacés internes dans la région du Kurdistan. C'est un thème qui est assez important pour nous d'aborder parce qu'on verra que la région du Kurdistan traverse une vraie crise des réfugiés et des déplacés internes, mais on y viendra un peu plus tard au cours du webinaire. Donc, pour ce faire, j'ai mes deux invités en la personne de Jérémy Chaumet, qui est directeur général de France Liberté Fondation Daniel Mitterrand, Bonjour à vous. voilà, qui est très connu des Kurdes. Bonjour, merci Jérémy. Et Alexandra Isserti, qui est responsable mission Irak, Syrie, Algérie chez l'ONG Triangle Génération Humanitaire. Donc, merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Je vous propose de vous présenter. Okay. On peut commencer par Alessandra peut-être. D'accord. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Donc, je m'appelle Alessandra, comme on vient de le dire. Je suis responsable des missions pour Triangle Génération Humanitaire depuis quelques mois, basée à Lyon. Et je travaille pour Triangle depuis plusieurs années en ayant travaillé pour eux en expatriation dans différents pays tels que le Soudan, la Birmanie. Et c'est avec grand plaisir que je suis là ce soir. Donc, merci aussi pour cette invitation et pour nous permettre de parler de notre travail au Kurdistan. Merci. Merci à vous, en tout cas. Merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Et Jérémy, je te propose peut-être de te présenter. Oui, donc merci Rewan. Donc moi je suis Jérémy Chaumet, le directeur général de la Fondation Daniel Mitterrand, France Liberté. J'occupe cette position depuis 2 ans et demi maintenant. Et auparavant, j'étais en charge de nos programmes liés au Kurdistan, donc de 2015 à 2018, et programmes éducatifs. D'accord, donc c'est une région que tu connais très bien. C'est une région que je connais bien et où j'aime beaucoup aller, et où j'ai pas mal d'amis maintenant. D'accord, c'est parfait. Avant de commencer à mettre un petit peu le focus sur vos missions respectives, je vais peut-être vous donner des données d'ensemble sur la situation des réfugiés dans la région du Kurdistan, peut-être quelques chiffres sur lesquels j'aimerais m'attarder. Donc, la région du Kurdistan d'Irak est une région qui fait à peu près 6 millions d'habitants. Sur ces 6 millions d'habitants, on compte aujourd'hui 996 881 réfugiés et déplacés internes. C'est-à-dire que c'est une grosse proportion de la population. Cette proportion de la population était plus importante, notamment 2014-2015, après la guerre, au début de la guerre de l'offensive de l'État islamique, où on a atteint un stade d'à peu près 1,9 million de réfugiés et de déplacés internes. Fort heureusement, aujourd'hui, ça a un petit peu diminué. Cela dit, les populations en masse sont encore là, malheureusement, et parce que la situation du pays n'est pas encore tout à fait stable. D'un point de vue historique, les premières vagues de population réfugiée sont arrivées en 2011 avec le commencement de la guerre civile en Syrie. Donc, on a accueilli à cette époque à peu près 300 000 réfugiés venant de Syrie qui, pour l'immense majorité d'entre eux, sont des personnes kurdes, des personnes d'origine kurde. Elles sont arrivées dans la région du Kurdistan, se sont installées soit dans des camps, soit dans les villes, ont commencé à travailler et depuis 2011 vivent pour la plupart dans la région du Kurdistan. Même si une certaine partie d'entre elles ont émigré vers l'Europe ou l'Amérique du Nord. On a ensuite eu une très très grosse vague, pour le coup pas de réfugiés, mais de déplacés internes. La différence est importante parce qu'un réfugié est une personne qui quitte son pays pour s'installer dans un autre pays, là où un déplacé interne est simplement une personne qui quitte la zone dans laquelle il vit dans son pays pour rester dans son pays, mais vivre dans une autre zone plus, on va dire, de manière plus à l'abri. Donc à cette époque, la majorité de ces réfugiés étaient des gens qui ont fui ce qu'on appelle la plaine de Ninive, ce qu'on va appeler aussi les régions au sud de Kirkouk, ou bien encore bien au sud de l'Irak, bien plus au sud, les régions de Fallujah. Nous avions dans la plus grosse proportion de ces réfugiés, c'était des Arabes sunnites qui ont fui les violences de l'État islamique. Il y a aussi une grosse proportion de personnes de confession yézidi,
qui ont fui le Sinjar lors de l'offensive de l'État islamique sur la région de Sinjar, et puis les chrétiens d'Orient, enfin les chrétiens de la plaine de Ninive, je dirais, qui ont fui leur ville comme Karakosh, etc., pour venir s'installer soit dans les faubourgs d'Erbil, soit dans les autres provinces, enfin oui, gouvernorats de la région du Kurdistan. Alors, ces populations chrétiennes avaient déjà commencé à quitter la région de Bagdad dès 2004-2005, après l'invasion américaine, parce qu'il y avait à l'époque déjà des troubles et des attaques des attaques confessionnelles contre les chrétiens. Il est aussi important quand même de préciser qu'il y a à peu près 10 000 réfugiés de Kurdes de Turquie qui sont venus s'installer au milieu des années 90 dans la région du Kurdistan d'Irak, qui ont fui les campagnes menées par le gouvernement turc. On a aussi, c'est un peu plus anecdotique, mais on a 700 Palestiniens qui ont été installés là dans les années 80, et puis des Kurdes iraniens qui aussi, pour la plupart du temps, ont fui pour des questions politiques leur terre et sont venus s'installer dans la région du Kurdistan d'Irak. Ces réfugiés sont pour la majorité dans des villes ou dans des petites des localités de la région du Kurdistan d'Irak, mais environ la moitié d'entre eux vivent encore dans des camps répartis sur 37 camps de la région du Kurdistan d'Irak. Les chiffres sont fluctuants. On l'a vu avec l'offensive dans le nord de la Syrie, l'offensive turque dans le nord de la Syrie. On a dû réouvrir un certain nombre de camps, notamment celui de Bardaraj, pour accueillir des personnes qui ont fui les bombardements turcs et de l'opposition syrienne à cette époque, qui sont venus s'installer. Donc voilà un petit peu, je dirais, un topo d'ensemble de la situation. Il reste aujourd'hui encore un peu moins d'1 million de déplacés internes et de réfugiés dans la région du Kurdistan d'Irak. Donc, si on fait le ratio par rapport à la France, c'est énorme. C'est comme si 20 millions de réfugiés déplacés internes venaient s'installer en France. C'est pour que les gens qui nous suivent comprennent un petit peu les enjeux. Donc voilà. Maintenant, je vais peut-être vous proposer de revenir un petit peu sur l'historique et le commencement de vos missions dans la région du Kurdistan. Peut-être que vous pouvez nous dire quelle a été l'impulsion dès lors qui a été donnée pour vous, pour lancer vos missions dans la région. Donc, on va peut-être commencer par Alessandra, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur Triangle. Oui. Donc, alors pour répondre à cette question, moi, je vais plutôt me reposer sur un texte que j'ai reçu cet après-midi de la part de Jean-Luc Joanneau, notre directeur adjoint, qui était censé être avec nous ce soir, mais à cause des problèmes de connexion, se trouve actuellement en République centrafricaine, ne peut pas nous rejoindre, mais qui est parmi les membres fondateurs de Triangle et parmi ceux qui ont fondé la mission en Irak et au Kurdistan en particulier de Triangle. Donc, c'est comme s'il prenait la parole. Donc, voilà, je vous lis ce qu'il m'a transmis. Donc, au début des années 90, suite à l'exode kurde et la guerre du Golfe, le Kurdistan irakien est mis sous protection de l'OTAN. La guerre Iran-Irak, l'Anfal, le gazage d'Al-Abja, les destructions massives de villages, l'exode kurde laissent des traces catastrophiques au Kurdistan irakien, en particulier à l'est, au sud-est du pays, de la région. Des villages entiers ont été rasés, une importante partie de la population a été parquée dans des collective towns, donc des villes construites au carré pour entasser contre les Kurdes, complètement dépendants des distributions du régime de Saddam. Et c'est à ce moment-là que nous arrivons au Kurdistan par la Turquie. Le Kurdistan irakien était alors sans statut. Donc, quand Jean-Luc et ses collègues traversent la frontière turque, ils n'ont qu'un visa de sortie turc sur leur passeport et aucun visa d'entrée. Comme s'ils ils n'entrent officiellement nulle part. Le territoire qui s'ouvre à leurs yeux est dévasté. Et une grande partie de la population se trouve sous assistance d'urgence. Et les fondateurs des Triangles, donc notamment Jean-Luc et Patrick, etc., travaillent alors pour une autre ONG française qui s'appelait Équilibre et interviennent dans une situation d'extrême urgence. Triangle ne sera fondé qu'en 1994. Donc, en cette phase, mais donc à partir de 1995,
interviendra au nom de Triangle, mais toujours en continuité de ces premières actions des fondateurs au Kurdistan. Beaucoup de gens survivent sous les décombres de leurs habitations et nous fournissons alors des biens de première nécessité, des bâches, de la nourriture, de l'eau, des petits poêles à kérosène et des couvertures, car c'est l'hiver. Et voilà, l'hiver au Kurdistan peut être très froid. Il y a relativement peu d'acteurs compte tenu de l'ampleur des dégâts et des besoins. Et ça, c'est un point intéressant sur lequel on pourra revenir plus tard. Mais entre 92 et 96, les ONG françaises présentes au Kurdistan étaient donc Équilibre, Triangle, AMI, donc pour l'aide médicale, MDM et France Liberté, notamment. Et Triangle, et donc à l'époque, Équilibre et après Triangle était la seule qui travaillait sur les 3 gouvernorats du Kurdistan, en tout cas dans une première phase. Et ça, c'est intéressant parce que ça change beaucoup de la situation actuelle. Encore une fois, on pourra en revenir plus tard. Au fil du temps, nous distribuons du matériel pour la reconstruction sommaire des maisons. En 91-92, nous orientons nos interventions autour de l'éducation, à la demande des Kurdes eux-mêmes. Dans notre expérience, quelle que soit leur couleur politique, l'éducation est au centre de leurs préoccupations, les préoccupations de la population kurde. Nous commençons alors à mettre en place un projet de cantine scolaire pour les écoles primaires afin d'apporter nourriture aux enfants et favoriser ainsi le retour à l'école. Le projet situé dans le gouvernorat de Soleimaniye, le plus touché par les destructions, emploie plus de 1500 personnes entre cuisinières, gardes, équipes logistiques et de supervision, générant ainsi des revenus. Au bout de 2 ans, ce sont 125 000 repas chauds par jour dans 250 écoles qui sont fournis. Parallèlement, nous assurons une distribution mensuelle de nourriture à l'ensemble du personnel de l'éducation sur les 3 gouvernorats, soit 60 000 personnes, pour leur permettre de survivre en assurant l'éducation de leurs enfants, l'État n'ayant pas ou peu de moyens pour payer les salaires. Et les instituteurs des écoles de village, qui sont souvent des préfabriqués ou des tentes fournies par les Nations Unies, sont accueillis, voire logés par la population locale, ce qui est un signe évident de la solidarité dont le peuple kurde peut faire preuve. En 1995, c'est donc Triangle qui intervient, donc, au nom de Triangle, au nom qu'on porte aujourd'hui, dans une situation qui s'est depuis donc améliorée. Nos interventions sont axées autour de la formation professionnelle, du soutien aux écoles de beaux-arts, et de la mise en place de centres de ressources communautaires et un projet de développement agricole dans la région de Dohuk. En 1998, nous quittons le pays, même s'il reste toujours des besoins, mais un bond énorme a été fait par les Kurdes et la communauté internationale, les bailleurs, ne montrent plus d'intérêt pour le pays. La raison pour laquelle j'ai souhaité vous lire ce texte que j'ai reçu, c'est parce que je pense que c'est vraiment vécu en première personne de la part de Jean-Luc et ça nous présente aussi une situation qui, je pense, doit rester à l'esprit quand on pense aux problématiques actuelles auxquelles le Kurdistan fait face. Et d'un point de vue plus organisationnel de Triangle, ce parcours illustre la notion de nexus qui est très à la main dans ce moment dans le jargon humanitaire et qui concerne le passage entre urgence, réhabilitation, développement. Mais ça montre aussi la notion de résilience, aussi très à la mode en ce moment, car les Kurdes ont dû faire face à des soutiens variables et toujours intéressés de la part de la communauté internationale, aux pressions régionales des pays voisins, ainsi qu'aux conflits internes entre les tribus qui composent le paysage du Kurdistan irakien. Nous avons aussi dû composer avec d'autres facteurs, quand par exemple l'accès au Kurdistan était bloqué au milieu des années 90 par les Turcs, qui nous obligeaient de passer par la Syrie, et ce qui n'était pas forcément évident.
ce qui se faisait par la route, mais n'existant pas d'aéroport international, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui avec un aéroport Erbil qui fonctionne quand même très bien et qui est, voilà, qui est de haut niveau. Et voilà, les déplacements au sein du Kurdistan étaient aussi complexes car le pays était découpé entre les zones vertes du PIK et les zones jaunes du PDK. Et donc le personnel de Triangle voyageait et vivait sous escorte armée car le régime de Saddam cherchait à nuire aux acteurs internationaux se trouvant sur le territoire kurde. Voilà, donc nous nous sommes arrêtés en 1998 et nous sommes revenus en 2013 via l'aéroport cette fois-ci. Et à partir de ce moment-là, on a essayé on s'est penché sur la question de la déstabilisation du pays qui s'était en attendant considérablement développée, mais avec l'arrivée massive de réfugiés kurdes dont vous avez parlé, et puis des déplacés d'Irak, a subi des secousses. Alors moi, je ne vais pas monopoliser la parole, donc je vais peut-être laisser Jérémy présenter un petit peu l'historique de France Liberté, et après je pourrais revenir plus tard si vous souhaitez sur ce qu'on fait depuis 2013 au Kurdistan. On y reviendra. En tout cas, c'est une présentation, on va dire, sous le prisme historique assez complète. On voit que vous êtes arrivé très très tôt sur le terrain, dès les années 90, où le contexte était complètement différent. Vous avez dû vous réinvestir par la suite pour des raisons tout autres. Et puis, on va peut-être, on va revenir là-dessus. Donc, merci. Je vous en prie. Jérémy, à toi peut-être pour France Liberté. Merci. En fait, on a une histoire assez similaire. Il faut savoir que la fondation a été créée par Daniel Mitterrand en 1986, que nous, à la base, on est plutôt une fondation de défense des droits humains et de ce qu'on appelle les biens communs du vivant, donc plutôt aussi la dimension écologique. Et dans notre action de défense des droits des peuples, très vite, on s'est tourné, on a été amené à travailler avec le peuple kurde, alors côté dans les différents pays où sont présents les peuples kurdes. Et Daniel Mitterrand était une des premières personnalités à connaître et à savoir ce qui s'était passé à Halabja en 88 et après à se mobiliser. Voilà, donc on était d'abord une structure qui se mobilisait pour le droit et pour les droits des Kurdes. Je ne vais pas revenir là-dessus, sinon ça va être très long. Mais on a quand même souhaité aussi agir en tant qu'organisation de solidarité internationale, ce qui nous a amené à accueillir ici en France, en tout cas faciliter l'accueil de familles kurdes à la fin des années 80, début des années 90, et puis à agir un petit peu comme équilibre et avec l'ancêtre de Triangle au Kurdistan de 92 jusqu'à 98, nous aussi. Je crois qu'on a eu ce qu'on appelait une guest house de 94 à 98 à Souleymaniye, en train de travailler sur la reconstruction des routes, sur l'éducation, aussi sur des programmes alimentaires, je crois. Et ensuite, après 88, on était moins actifs. Daniel Mitterrand a quand même inauguré, était la personnalité étrangère qui a inauguré le Parlement kurde, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas la première à venir en 2002, puis après on est revenu en 2009. Et nous, à l'époque, on a commencé à agir sur plein d'autres choses. On est un petit peu présent un peu partout dans le monde, mais différemment. On est plutôt en soutien des peuples, plutôt sur du droit et pas sur du humanitaire solidarité internationale. Mais en 2009, quand Daniel Mitterrand est revenu pour la dernière fois au Kurdistan pour inaugurer les écoles Daniel Mitterrand qui portaient son nom, quand elle a échangé avec les responsables politiques et associatifs du pays, elle a dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et à cette époque-là, ils lui ont dit nous, on a des besoins, il y a plein de choses qui émergent, mais on a des besoins sur les questions de jeunesse. On a beaucoup de jeunesse et on a peut-être une région à construire, presque à reconstruire. Ce qui nous a amené, après le décès de Daniel, puisque donc elle est décédée juste après, à envisager plutôt des actions au Kurdistan, mais pour et avec surtout les Kurdes. Donc à partir de 2012-2013, on a fait appel à une autre association pour travailler avec nous, française, d'éducation populaire. Et on s'est retrouvé à former, en tout cas à faire de la formation d'animateurs, de directeurs de centres de jeunesse du Kurdistan, qui sont assez remarquables, ces centres-là, en termes de moyens. Et puis, 2014, déjà, tu parlais de 2012, mais surtout après 2014,
arrive. Et nous, on avait un partenariat, on devait faire des formations du coup pour les Kurdes, puis on est sur place et on se rend compte de ce qui se passe et du nombre de déplacés qui arrivent de Mossoul et d'ailleurs. Ce nombre, tu l'as dit, c'est immense, c'est très fort. Et nous, on n'avait pas une expérience comme la Triangle, ce n'est pas notre savoir-faire direct. Par contre, on connaissait bien le Kurdistan et les populations kurdes et la région. Et on avait ce partenariat avec une autre association et on s'est dit, puis moi, mon parcours, je n'ai pas dit, mais je viens des sciences de l'éducation, donc j'ai une formation sur toutes les questions d'éducation populaire. Et en fait, en visitant le camp de Bardarache, qui est un des premiers camps dans lequel on a pu agir donc avec Triangle aussi à l'époque, on s'est rendu compte les besoins des enfants sur ce qu'on appelle, nous, l'éducation populaire ou l'éducation non formelle, c'est-à-dire toute l'éducation qui va se faire en dehors de l'école et qui va être une éducation plutôt civique, enfin, en tout cas qui va se tourner sur l'émancipation des enfants, elle et on ne va pas dire manquante, mais très, très peu présente, c'est-à-dire que les enfants vont 3 heures par jour à l'école sur différents roulements, et ensuite ils vont aller soit chez eux, soit ils vont participer, des associations vont organiser ce qu'on appelle des activités récréatives. Vous allez pouvoir jouer au foot, mais sans forcément avoir des animateurs qui ont une formation éducative, c'est-à-dire qu'ils vont se poser la question comment jouer au foot va permettre, comment je vais donner des objectifs pour que quand on va jouer ensemble, on va essayer de grandir, d'apprendre le respect, d'apprendre à s'exprimer et aussi de faire ressortir les traumatismes qu'on peut avoir. Ce qui nous a amené, quand on s'est rendu compte de cela, à mettre un projet ensemble en place à Bardarache. Et après, la Fondation a développé un programme de 3 ans, qui était notre programme principal, nous, au Kurdistan, tourné sur l'appui, l'accompagnement d'ONG locales à la mise en place d'actions d'éducation populaire, comme je le disais, donc en dehors de l'école, dans 11 camps du Kurdistan sur 3 ans. On faisait à peu près 3 à 4 camps chaque année. Et donc, on a formé une cinquantaine d'animateurs et surtout, on a formé des formateurs. Donc là, des ONG kurdes irakiennes, les formateurs, les animateurs venaient des camps de réfugiés et de déplacés à ces méthodes-là. Et puis, on a créé des livrets et on a fait tout ça en co-construction un petit peu. Nous, on a amené nos connaissances, les ONG kurdes, leur connaissance du terrain et leur connaissance, enfin, leur approche de l'éducation. Et ensemble, on a créé en fait des livrets de formation et un parcours de formation pour les animateurs, pour les formateurs au Kurdistan, qui est là maintenant, on travaille avec le gouvernement régional du Kurdistan, en tout cas c'est l'ambition, et le ministère de la Culture et de la Jeunesse, pour faire reconnaître ces formations-là. Donc voilà, on a eu un parcours, c'est la seule fois, nous on est une petite structure à Paris, où on fait beaucoup plaidoyer, et c'est la seule fois des 10 dernières années où on a eu une présence physique dans notre pays, puisqu'on avait donc ce qu'on appelle une guest house aussi là-bas sur place, et un staff sur place également. D'accord, très bien. C'est assez complet. Je te remercie, Jérémy. Donc, j'avais envie de vous poser la question, quels sont les domaines dans lesquels vous intervenez, mais finalement, vous y avez répondu. Et on constate que finalement, aussi bien chez Triangle que chez la Fondation Daniel Mitterrand, vous répondez actuellement plutôt à des besoins peut-être sociétaux, de la formation de formateurs, ça va être de l'accompagnement du périscolaire. On n'est plus tout à fait dans de l'humanitaire, on va dire, pour des besoins de base, d'après ce que je comprends bien, même si Triangle a commencé par la distribution de repas, etc. Et justement, Alessandra, vous parlez vous aussi de formation de formateurs. Concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit en ce qui vous concerne? Donc, à l'époque, c'était de formation des formateurs, enfin, d'instituteurs à l'école et tout ça. Mais juste pour repréciser ce que tu viens de dire, donc actuellement, effectivement, on ne fait plus de l'assistance aux déplacés ou aux réfugiés, même si c'est quelque chose d'assez récent parce qu'on était présent dans les camps, dans le camp de Khazer, par exemple, jusqu'à il y a quelques mois.
Donc, on est quand même resté actif dans les camps de déplacés jusqu'à très récemment. Et on garde l'ambition de continuer d'être actif sur ça. Et je vais revenir sur cet aspect. Mais on fait beaucoup de formation de formateurs et pas que, donc formation des travailleurs sociaux également. Donc, ça, je pense que c'est un projet intéressant à mentionner. Donc, depuis 2017, on travaille en partenariat avec le ministère des Affaires sociales pour tout ce qui concerne la protection de l'enfance, que ce soit donc, et la formation de leur personnel, donc, de leur cadre, mais également des travailleurs sociaux, mais également les personnels des orphelinats et d'autres structures sociales qui s'occupent des enfants, y compris les enfants non accompagnés, les orphelins, etc. Et aussi le développement d'outils, de politiques, de procédures, avec le soutien du HCR, donc de l'Agence des Nations Unies dédiée aux réfugiés, qui a donc repéré ce besoin au Kurdistan irakien d'abord, et ensuite nous a demandé d'élargir notre intervention à l'Irak fédéral également. Et donc, on fait de la formation qui est diverse et variée, qui concerne la gestion des cas, des risques identifiés, des cas en difficulté identifiés parmi les enfants. Et ce qui a été assez intéressant depuis du coup, le mois de mars cette année, c'est qu'on a dû digitaliser nos formations à cause du Covid. Donc, ça, c'était quand même un challenge parce que je pense que voilà, dans certains secteurs, le travail à distance était déjà quelque chose qui existait, mais dans l'humanitaire et même dans le développement, c'est pas forcément quelque chose qui se faisait déjà. Et dans le secteur gouvernemental, c'était pas évident non plus. Mais donc voilà, on a continué d'organiser nos formations à distance. Et on continuera donc de le faire l'année prochaine normalement, qui par contre va clôturer du coup ce cycle d'accompagnement du ministère et des départements sur les 3 gouvernorats kurdes. Alors que nous avons encore un peu plus de travail dans la partie dans le GOI, enfin, dans la partie fédérale, parce qu'on a commencé un peu plus tard. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Merci. Au niveau de... Désolée, petite interruption. Il n'y a pas de problème. Ouais. Vous, Triangle, vous êtes encore sur place. Oui. Vous êtes encore sur place. Là où je sais que peut-être la fondation Daniel Mitterrand est un peu plus... Jérémy, peut-être tu peux me le confirmer, mais vous êtes dans une période peut-être de transition. Oui, disons qu'on avait un programme qui était financé et ce n'était pas notre mission première, nous, d'être présents sur place. Et donc, on agit maintenant à distance puisque on accompagne toujours 5 ONG kurdes irakiennes dans ces travaux-là. Mais nous, on n'est plus présents sur place. Mais vous avez toujours via ces ONG, vous avez toujours un pied sur le terrain. Exactement. Et puis, on est aussi à d'autres endroits du Kurdistan. Oui. Mais d'accord. c'est assez différent de Triangle. Je me permets juste de revenir sur une chose rapidement, Ewan, mais c'est vrai que quand on parle des questions psychosociales ou d'éducation, c'est vrai que souvent, on ne les met pas forcément dans la partie urgence. Mais pour nous, c'est quelque chose qu'on essaye un peu de faire évoluer. C'est-à-dire qu'une fois, c'est sûr que la première des choses, c'est avoir un toit et avoir à boire et à manger. Mais c'est vrai qu'en 2015, quand vous avez tous ces enfants qui arrivent dans un camp, comme celui par exemple de Bardarage, vous avez 12 000 personnes, 5 000 enfants. Vous avez 5 000 enfants, alors à différents niveaux, mais tous traumatisés, plus ou moins. Et ce n'est pas à l'école où ils peuvent faire ressortir leur trauma. Et malheureusement, on ne peut pas avoir 5 000 psys. Et donc, c'est pour ça que nous, les activités qu'on essayait de mettre en place, qui sortaient du récréatif et qui étaient éducatifs, mais avec une dimension psychosociale, répondent aussi à une forme d'urgence, dans le sens où plus tôt on agit, plus le trauma peut disparaître. Parce qu'une des difficultés qu'on voit plus tard, c'est que les syndromes post-traumatiques, eux, ont tendance à rester chez les enfants quand ils grandissent.
bien sûr. plus tard. Non, non, C'est juste une aparté pour dire aussi l'importance. Le sens de mon propos n'était pas, si tu veux, dans l'inconscient peut-être collectif ou chez la majorité des personnes, quand on parle de l'humanitaire, on va penser à de la distribution de repas, ou de soigner, des campagnes de vaccination, etc. Là où je voulais en venir, c'est que vous, finalement, vous étiez sur des créneaux peut-être différents, mais qui sont tout aussi importants, bien sûr. C'est tout aussi important. Donc ça, je le je débat pense pas. que c'est un point intéressant, celui que Jérémy vient de soulever, parce qu'effectivement, notre intervention a beaucoup évolué. Et c'est vrai que dans les camps des déplacés donc internes irakiens, nous, on a plutôt, pendant les dernières années, nous avons plutôt travaillé ces questions de la protection de l'enfance, on appelle ça en jargon, qui concerne exactement les enfants non accompagnés, mais aussi les enfants qui ont juste dû quitter leur village et qui ont donc subi des traumatismes, qui ont assisté à des scènes de violence, etc. Et c'est justement parce qu'on a fait tout ce travail dans les camps que le HCR, donc cette agence des UN qui s'occupe des réfugiés, nous a ensuite demandé de former le ministère des Affaires sociales. Donc c'est justement pour ce travail d'urgence auprès des réfugiés déplacés que nous nous trouvons actuellement à réaliser ce travail. Je pense que c'est un point intéressant parce que oui, les besoins vont au-delà des besoins physiques, disons. Il y a aussi… Bien entendu, surtout que sur des populations qui ont beaucoup qui en ont subi. avec les traumas de la guerre, il y a tout un tas de traumas du déracinement, etc. La séparation des familles, exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de stress qui ont expérimenté. C'est très important. Et justement, peut-être pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, quel est le niveau de coopération et d'échange que vous avez avec les autres acteurs sur le terrain? Ça peut être des ONG, ça peut être la société civile ou le gouvernement, ou les gouvernements, j'ai envie de dire. Comment est-ce que ça fonctionne dans les deux cas, aussi bien chez la Fondation que chez Triangle? Comment vous fonctionnez à ce niveau-là? Je réponds, Jérémy répond. Je te laisse parler, Jérémy? Non, je ne sais pas. Comme tu veux, je peux démarrer. Alors, je vais essayer d'être plus… En plus, nous, on est un peu moins actuel. Nous, notre ambition en venant… ce qu'il faut aussi dire, c'est que comme tu disais au début, il y a 6 millions de personnes qui habitent au Kurdistan et tout d'un coup 2 millions de déplacés, de réfugiés. C'est énormissime. Et donc, quelque chose qui est important, c'est de travailler aussi au maximum avec les habitants et avec les populations, parce que des fois, on oublie ça. Et on sait que les bailleurs, ceux qui nous financent, des fois, nous amènent difficilement à travailler. Enfin, tous les financements sont dans les camps. Et donc, pour nous, à la Fondation, c'était super important de travailler avec les populations dites d'accueil, donc les populations en majorité kurdes, et les déplacés, les réfugiés tout le temps, et que notre action soit pérenne, enfin au maximum puisse laisser de la place. Et donc c'est pour ça que dans le programme qu'on a utilisé, on avait trois acteurs différents qui travaillaient avec nous, les ONG kurdes irakiennes ou irakiennes, c'était le principal. Et là, on était plutôt dans des relations qu'on essayait de co-construction. Donc, il y avait on a monté une sorte de comité avec ces ONG sur les questions d'éducation populaire, et on avait ce groupe de formateurs avec lesquels on a travaillé au maximum, et donc des 3 gouvernorats. Ça, c'était très important pour nous, pas toujours évident sur les questions de langue aussi, quand il y avait en plus des déplacés ou des réfugiés dedans, mais on a travaillé avec eux, et ça c'est fondamental. Et on sait aussi, ça c'est quelque chose qui est important, que ces ONG ont des compétences que nous n'avons pas. Et probablement aujourd'hui, ce serait intéressant de faire aussi de l'échange de pratiques, c'est-à-dire qu'on ait des ONG kurdes et des formateurs kurdes qui viennent aussi en France ou ailleurs, parce que quand on est en capacité d'accueillir autant de personnes, c'est forcément beaucoup de compétences qui sont développées. Voilà, donc ce premier acteur-là qui était fondamental pour nous, le gouvernement kurde régional d'Irak avec lequel on a travaillé. Ça n'a pas toujours été évident, parce qu'il y avait… il faut savoir, nous, on travaille beaucoup avec le ministère de la Culture et de la Jeunesse, et donc des coupes budgétaires qui étaient liées à la guerre. Parce que quand vous êtes en guerre, c'est pas, il faut d'abord se défendre. Et puis le pétrole aussi qui chutait à cette époque-là. Mais on essaie de faire de manière plus intelligente possible, et avec toutes les composantes du gouvernement kurde d'Irak, les différents partis politiques, mais en tout cas d'être toujours
nous neutre et de travailler avec tout le monde et de travailler aussi avec vous à la représentation là-dessus. Puis le troisième acteur pour nous, c'était d'autres ONG internationales avec lesquelles on a essayé de travailler. Quand on a parlé de Triangle, on travaillait aussi avec une autre qui s'appelait Un Ponte Père. Et donc, d'essayer d'être un petit peu tous ensemble sur ces programmes-là. Et ce n'était pas forcément évident, notamment avec les ONG kurdes irakiennes, parce que les grosses ONG internationales, plus grosses que nous deux, ont un peu, parce qu'elles ont les bailleurs de fonds ont un peu tendance à considérer les ONG locales comme des sous-traitants, hein, si je peux me permettre. C'est pas très beau ce que je dis, mais c'est un peu la vérité, c'est-à-dire des structures à qui on va donner soit des fonds, soit des ordres. Et donc, nous, on voulait, et on sait qu'avec Triangle aussi, enfin, on n'est pas dans ces approches-là, on essaie d'être dans des approches de co-construction, d'essayer de… Voilà, nous, on a des compétences particulières, eux, ils ont des compétences, comment ensemble on travaille du mieux possible. Et ça a été difficile au début pour les différentes structures. Et au fur et à mesure, le fait de rester longtemps sur place, de gagner la confiance, ça a permis de faire évoluer cette façon de travailler. Et il y a eu de bons résultats d'ailleurs. Hein. J'ai suivi un petit peu et les résultats étaient là. Donc, Exactement, et c'est toujours agréable de travailler avec un maximum de partenaires. Mais je vais laisser la parole à Triangle peut-être. Alessandra. Bah, ouais, moi je sais pas si j'ai encore beaucoup à dire, mais je pense que voilà, notre approche est quand même similaire à celui qui vient d'être décrit. Donc, nous aussi, on travaille dans les camps, oui, mais on travaille également avec les populations d'accueil. Et c'est notamment ce qu'on essaie de faire pendant les dernières années et ce qu'on continue de faire, même maintenant qu'on n'est plus présent dans les camps, mais on travaille quand même avec des réfugiés, les déplacés qui sont pas hébergés dans ces camps-là, mais qui habitent en ville, par exemple à Dohuk, à Erbil. Mais aussi, voilà, quand on travaille dans les camps, essayer toujours de créer des ponts avec la communauté locale. Et ça, c'est important. Voilà, ça fait partie de notre approche et on essaie de le défendre, malgré ça ne serait pas toujours évident à défendre comme approche auprès de tous les bailleurs. On travaille voilà, en collaboration avec d'autres ONG, c'est surtout en termes de coordination, justement pour faire en sorte que les besoins soient couverts. Mais voilà, donc nous, on s'occupait de protection de l'enfance. Il y avait d'autres ONG qui s'occupaient de la distribution de l'eau, de nourriture, etc. dans ces camps. En coordination avec les Nations Unies, surtout donc dans le travail dans les camps, donc avec le HCR, avec l'UNICEF également, donc l'Agence des Nations Unies qui s'occupe de l'enfance, et de OCHA, qui est l'agence qui s'occupe des affaires humanitaires au sens plus large. Nous recevons des financements de ces agences-là également, donc il y a un travail qui est fait d'un point de vue de coordination, mais aussi voilà, un partenariat qui se crée du fait qu'on reçoit des financements de leur part. Et comme je venais de le dire, voilà, on travaille avec le gouvernement, les institutions publiques. Donc, j'ai parlé du ministère des Affaires sociales, par exemple. Jérémy parlait tout à l'heure d'ONG kurdes. Nous, on a travaillé, par exemple, avec une ONG de Syriens kurdes en Irak. Donc, on s'occupait des réfugiés syriens qui étaient à 99% d'origine kurde. Voilà. Et voilà, on a construit avec eux un centre pour l'éducation non formelle dans lequel les enfants syriens étaient accueillis, mais les autres aussi, justement, pour créer cet espace d'échange et d'intégration. Et voilà, et peut-être juste quelque chose d'assez nouveau, juste pour le mentionner, pour montrer voilà, qu'on fait, le travail est assez large. On a appuyé l'Institut Bioforce, que vous connaissez peut-être, et le public qui nous attend. Donc voilà, c'est un institut qui est basé à Lyon et qui forme le personnel humanitaire. Voilà. Et donc, eux, ils ont commencé à organiser des formations à Erbil.
et en partenariat avec nous, parce que nous, on était déjà présents, et donc c'est avec nous qu'on a soigné les aspects logistiques, la communication, etc. Donc, je pense que voilà, il y a du travail qui se fait à plusieurs niveaux, et selon les besoins, on le décline, et comme Germaine l'a dit tout à l'heure, il faut que ça soit fait en concertation et en partenariat avec plusieurs acteurs. Justement, peut-être pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, comment est-ce que, pour le coup, vous évaluez les besoins, peut-être vous chez Triangle plus parce que vous êtes encore sur le terrain, comment est-ce que vous évaluez les besoins des populations sur place? Quelles sont vos perspectives pour 2021? Comment vous voyez les choses? Et s'il y a quelque chose sur lequel vous devez vous focus pour 2021, quelque chose de prioritaire, comment est-ce que vous vous organisez? Ouais, merci de cette question qui est quand même la moins facile qu'on a reçue jusqu'à maintenant. Mais c'est intéressant. Moi, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, c'est un contexte en évolution. Donc, on a parlé de tout ce qui s'est passé dans les années 90, après de ce qui s'est passé avec la crise en Syrie, avec l'arrivée de l'État islamique en Irak et tout ça, la chute du prix du pétrole. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Les tensions entre les puissances internationales et donc une région qui a connu une période de développement mais qui est en train ce développement est en train de freiner, voilà. La pandémie qui intervient et donc là, par exemple, on est encore en train d'évaluer les besoins de long terme que ça va engendrer. Nous, en ce moment, là où on mise pour les années à venir, surtout du côté Kurdistan, concerne, moi je dirais deux aspects. D'une part, le travail avec la jeunesse, surtout pour tout ce qui est relance économique, insertion économique des jeunes, et donc formation professionnelle, mais pas que, donc tout ce qui est formation aussi de compétences transversales, qui peuvent être des compétences digitales, technologiques, mais aussi l'innovation. On est en train on développe un projet en ce moment. On n'a pas encore mis en place, mais c'est dans le pipeline, comme on dit. Et ça serait à quel public ça serait comment? C'est les jeunes, et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de cibler donc et les Kurdes, et les déplacés, et les réfugiés syriens, parce qu'actuellement, on travaille avec tous ces publics au Kurdistan. Donc, il y a ce volet-là. Et l'autre volet, c'est l'accompagnement au retour. Donc, et là, je pense qu'on est un peu pris par le temps, mais du coup, nous, on ne travaille pas qu'au Kurdistan, on travaille aussi dans la partie d'Irak fédérale. Et avec cet esprit-là, donc de recréer les conditions pour que les retours soient possibles, sachant qu'il y a des fortes pressions de la part du gouvernement irakien pour que les camps fermes soient fermés. Mais il faut aussi que, si les camps sont fermés, les gens sachent où partir. Et donc, nous, on travaille notamment dans la région du Sinjar, tout ce qui concerne développement agricole et relance économique pour que les déplacés d'origine yézidi puissent rentrer chez eux en ayant des perspectives, sans forcément être obligés de partir à l'étranger, comme beaucoup d'entre eux ont dû faire. Donc voilà, moi je dirais que c'est deux aspects-là sur lesquels on vise. Donc la jeunesse au Kurdistan et l'accompagnement au retour, que ce soit volontaire, évidemment, et dans des situations où la dignité de ces personnes qui ont déjà subi beaucoup de traumas et de violences soit respectée. Voilà. Juste par rapport aux chiffres, comme on disait au début, on était sur une population d'un peu moins de 2 millions de réfugiés déplacés internes. Aujourd'hui, on est quasiment à 997 000 personnes. C'est quand même très important. Ça reste très important. Exactement. Et je sais que, dites-moi si je me trompe, mais je sais qu'une personne qui est réfugiée plus de 5 ans n'est plus considérée comme réfugiée par les standards des UN, etc. Donc, ça rajoute de la complexité à la complexité de la situation. Oui, mais après, il y a aussi toute la complexité du fait que, par exemple, ceux qui sont nés sous l'État islamique n'ont pas de papier. Donc, même concrètement, ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce que une chose, c'est d'aller à l'école dans un camp où l'école est faite pour les déplacés, par exemple. Autre chose, c'est de devoir se réintégrer dans une école étatique
alors que l'école ne te reconnaît pas parce que tu n'as pas un papier qui démontre que tu es né, que ton papa et ta maman sont mariés, par exemple, et tout ça. Donc, il y a aussi ces contraintes-là auxquelles on fait face quand on part de retour. Bien sûr, bien sûr. Malheureusement, le temps passe vite. Le temps passe vite et voilà, ça va bientôt toucher le webinaire touche à sa fin. Peut-être, alors en quelques mots, les difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain, aussi bien vous, que des difficultés qui pourraient être d'ordre sécuritaire ou d'autres ordres. Est-ce que vous avez peut-être des conseils à donner à de futures ONG qui veulent s'installer sur place ou des mises en garde, des choses, enfin, vous avez peut-être un point à faire là-dessus? Est-ce que je laisse parler Jérémy aussi un petit peu? Après, je reprendrai la parole, mais juste. Ouais, je pense pour d'autres ONG, et s'ils devaient venir, je pense qu'il y a une difficulté très claire, c'est de bien dimensionner ses besoins, parce que ses capacités d'action, puisque les besoins sont quand même très, très importants. Ils l'étaient, et je crois qu'ils le sont toujours, comme dit Alessandra, et on parle quand même d'1 million de personnes. Donc, et se poser la question et d'analyser aussi qui agit et comment on peut agir avec les autres ONG pour ne pas aller tous sur le même secteur. Aujourd'hui, les financements vont beaucoup vers Mossoul, donc on a aussi beaucoup d'ONG qui sont, ou même plus le sud, qui sont partis du Kurdistan d'Irak, donc il y a besoin de structures qui restent au Kurdistan. Après, il y a un vrai besoin de connaître un peu au moins la particularité du Kurdistan, et c'est son contexte politique et géopolitique. C'est important, si on veut travailler dans les 3 gouvernorats, de comprendre comment ça fonctionne pour ne pas faire trop de bêtises, et savoir aussi que ça peut bouger. On sait aussi que tout autour, le Kurdistan est entouré de tensions géopolitiques assez importantes. Donc ça, c'est important à savoir sur le plan sécuritaire. Après, on est quand même, nous, on n'est pas des experts, on n'est pas allé partout, mais de tout ce qu'on nous a dit, on est sur une région qui a un accueil quand même absolument, je ne sais pas si c'est exceptionnel, mais admirable. C'est probablement exceptionnel des déplacés, des réfugiés, c'est-à-dire que les camps qui étaient là étaient plutôt très bons. La facilité pour les organisations étrangères d'agir au Kurdistan est assez bonne administrativement, même s'il y a toujours des questions de retard, mais en tout cas, on est bien accueillis en eux, et les populations sont prêtes à nous accueillir. Après, des fois, elles ont aussi besoin qu'on travaille avec elles, c'est-à-dire que dans certains camps, certains lieux, pourquoi il y avait quasiment plus d'électricité dans certains endroits dans le camp que dans le village à côté. Donc, c'est important aussi de prendre en considération ces choses-là. Mais bien sûr, il y a des difficultés, je pense qu'on retrouve un petit peu partout, mais sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'accueil administratif, on est quand même sur une région du monde où c'est plus simple qu'ailleurs d'agir. Et donc, nous, on serait plutôt à dire oui, n'y allons pas n'importe comment, notamment ne faisons pas la place des populations. Il y a des super structures, mais allons-y. En tout cas, on aurait plus envie de dire aux structures d'aller au maximum coopérer avec les locaux, avec les structures locales peut-être. Oui, puis d'aller au Kurdistan et d'agir, ne pas hésiter, parce que des fois on se dit voilà, c'est loin, c'est l'Irak, et on n'ose pas trop, mais on dépasse vite les difficultés et on trouve toujours des solutions là-dessus quand on est sérieux, et c'est pas rien, c'est une région importante, des gens importants, et c'est pas un travail que n'importe qui peut faire non plus. Bien sûr. Très bien, merci. Alessandra, peut-être un dernier mot de ton côté? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que Jérémy a dit, et d'ailleurs merci, parce que du coup ma dernière intervention va être beaucoup plus courte. Peut-être juste d'un point de vue très pratique, si on travaille au Kurdistan et également en Irak fédéral, comme c'est dans notre cas, tenir bien compte que les administrations ne fonctionnent pas de la même manière, et en termes d'accueil notamment, parce que moi je pourrais souscrire tout ce qui a été dit par rapport au côté kurde, mais du côté irakien, il y a encore pas mal de tensions vis-à-vis des étrangers. Mais aussi d'un point de vue pratique, on travaille avec une double devise, avec plusieurs langues, des interlocuteurs différents. Donc ça rajoute
quand même du travail et ça doit être pris en compte en termes de gestion des ressources humaines, financières, etc. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue très, très pratique. Et après, peut-être aussi d'un point de vue pratique, en faisant référence à ce que Jérémy a dit, mais aussi ce que toi tu as présenté tout à l'heure, on se trouve maintenant dans une région qui est quand même assez brassée. Et donc, nous, par exemple, dans notre équipe, on a des réfugiés syriens, on a des personnels kurdes, on a des Irakiens qui se trouvent au Kurdistan parce qu'à un moment donné, l'économie fonctionnait mieux dans cette région-là. Et donc après, il faut aussi composer avec d'éventuelles tensions qui peuvent se créer ou juste incompréhension. Donc, je pense que ça, ça rentre un petit peu dans ce que Jérémy disait sur la connaissance du contexte, ne pas y aller n'importe comment et ne pas penser voilà, que tous les Kurdes, que même la population kurde est homogène, en fait. Il faut, voilà, il y a des différences au sein du Kurdistan. Les 3 gouvernorats ne sont pas les mêmes. Donc voilà, moi, je pense que ça, c'est pas étonnant. Je pense que j'apprends rien à personne, mais voilà, c'est des aspects dont il faut tenir compte. Bien sûr. Voilà. Très bien. Écoutez, on a à peine défriché le sujet en réalité, mais ça passe vite et on doit mettre fin à ce webinaire. En tout cas, je vous remercie pour les informations que vous nous avez apportées. Je vous remercie pour votre présence et les témoignages de terrain que vous nous avez fournis. Peut-être que dans un webinaire en 2021, on viendra peut-être un peu plus en détail sur les actions à proprement parler. On verra, on s'organisera ça entre nous, on verra comment on va s'organiser. Mais quoi qu'il en soit, pour aujourd'hui, je vous remercie. Et j'espère que vous avez eu le temps de dire ce que vous vouliez dire et les messages que vous vouliez faire passer. Et puis, si vous avez un dernier mot peut-être, une précision, un dernier mot sinon. Moi, je voulais juste en tout cas vous remercier. Merci à toutes et à tous. Et puis, au plaisir en 2021. Merci bien, Jérémy. En espérant que 2021 soit meilleur que 2020. Ouais. Et ben moi, pareil, en fait, merci beaucoup. Moi, j'espère que... Voilà, j'espère que... Voilà, moi, j'ai beaucoup parlé. J'espère que voilà, le public a appris des choses, que c'était intéressant pour eux aussi, que c'était pas juste entre passionnés du Kurdistan. Voilà. On a des réactions positives. Ouais, super. Et puis donc, ouais, au plaisir pour l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci bien. Voilà. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée.